Bonjour chers amis vétérinaires, je suis un paléanthropologue, donc un spécialiste des origines et de l'évolution de la lignée humaine. Et d'une certaine manière, on peut se poser la question, qu'est-ce que je viens faire dans le bestiaire imaginaire de personnes qui sont intéressées et dont les métiers sont autour des animaux, de leurs soins et évidemment de leur bien-être. Il est vrai que nous sommes dans une culture, surtout en France, dans l'héritage de Descartes, mais Descartes n'y est pas pour grand-chose, où on a tendance à dissocier les hommes des animaux. L'évolution a été en fait une séparation de l'homme de sa condition animale, mais tout cela, d'une certaine manière, n'a jamais été vraiment défini. En définitive, le vrai terme, c'est coévolution. Toutes les sociétés humaines, depuis 2 millions d'années, ont coévolué avec les espèces qui les entourent, qu'elles soient sauvages, bien sûr, et ou domestiquées, dans les temps plus anciens. En fait, cette coévolution passe par des imaginaires. Et la manière dont on considère les animaux, notamment nos animaux domestiqués, participe évidemment de représentation du monde. Ça, c'était quelque chose qui a été négligé longtemps dans les grandes reconstitutions de notre évolution, de notre histoire, ou même des civilisations, pour faire simple. En gros, on a vu les techniques, on a vu les animaux comme des objets nécessaires à notre confort, ou des objets de consommation, tout simplement, ce qu'on appelle la réification. Et puis les techniques, on les a conçues comme des solutions pour répondre à des problèmes que les humains, par leur nature, ne pouvaient pas résoudre, ou tout simplement qui limitaient leurs compétences. Tout ceci est complètement faux. En définitive, les techniques, leurs usages, les animaux sont des co-constructions de nos imaginaires et sont le reflet de civilisation. Ce qui est nouveau, c'est que les animaux et les techniques participent évidemment de ce que le philosophe Peter Sloterdijk, grand philosophe allemand, appelle de la domestication ou l'auto-domestication des humains. En gros, on regarde comment les sociétés ou les civilisations regardent les animaux et vous avez une idée de la manière dont les humains se considèrent par rapport au cosmos. Le mot est un peu gros, mais c'est vraiment exactement ça. Donc aujourd'hui, quelle est cette coévolution depuis Lascaux, depuis la grotte Chauvet, 40 000 ans quand même quasiment, à aujourd'hui où nous sommes dans un monde qui est en train de basculer dans un nouvel âge, puisque la révolution numérique arrive à toute vitesse. Nous sommes tous connectés dans le monde entier, nos animaux vont être de plus en plus connectés, et très clairement, nous voyons arriver aussi des substituts, des ersatz d'animaux, qui sont donc des robots, qui évidemment sont beaucoup plus développés, par exemple, d'un point de vue anthropologique et culturel, dans les pays d'Extrême-Asie, mais qui arrivent aussi en France, sachant que dans notre pays, nous accusons non pas un retard sur la qualité de la médecine vétérinaire, ce n'est pas du tout le sujet, on n'accuse pas de retard non plus sur la qualité des chercheurs et des ingénieurs et techniciens qui travaillent sur les robots et les intelligences artificielles. La vraie question, c'est de savoir comment nous intégrons dans nos représentations culturelles et de civilisation, donc ces animaux. Le problème, c'est que nous sommes toujours tenus dans une sorte de conception de la civilisation qui vient d'une certaine partie de la philosophie qui nous dit plus un état de civilisation est avancé, plus en fait on s'éloigne de la nature. Et si vous regardez depuis le néolithique, l'invention des agricultures, les animaux de plus en plus enfermés, si vous regardez ce qui se passe avec la Renaissance, les utopies, mais la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, en définitive, on s'aperçoit que les animaux sont de plus en plus écartés de la vie de tous les jours, sauf les chiens et les chats, et les quelques animaux domestiques, parfois exotiques, donc comme vous le savez bien. Donc quel va être ce nouveau rapport au monde qui vient? Eh bien, la révolution industrielle, évidemment, a été quelque chose d'assez terrifiant pour la condition des humains. Ça, je renvoie à Hannah Arendt, la philosophe, ou aussi au temps moderne de Charlie Chaplin, c'est comment les humains ont été mis au service des machines. Et ça me rappelle une lecture de jeunesse, Tintin en Amérique. Tout le monde a en mémoire certainement cette série d'images où Tintin se retrouve à Chicago, les fameux abattoirs de Chicago, et là on voit une vache qui rentre sur un tapis roulant et il leur sort donc des hot dogs. Ça résume exactement ce qui s'est passé, et il y a un livre vraiment formidable à lire, qui est très dur à lire, qui s'appelle donc Raille animal, de Jean-Baptiste Delameau, qui à travers une ferme, l'histoire d'une famille de paysans dans le Gers, voit comment les cochons se passaient du pré à des systèmes de contention que vous savez. Alors je sais bien votre préoccupation, ce sont plus les animaux domestiques, les chiens ou les chats, mais très clairement, cette condition autour du XXe siècle avec la déstabilisation des animaux est quelque chose qui reflète notre rapport évidemment aux techniques, l'alimentation, au bien-être et aux représentations des animaux. Donc comment allons-nous faire donc, dans ce contexte aujourd'hui où en effet on voit bien que nous assistons à non pas des remises en cause mais de vrais questionnements profonds sur le rapport à l'alimentation,
hein, c'est le mouvement vegan par exemple, mais aussi les rapports au bien-être. Et c'est pas un hasard si aujourd'hui on parle du bien-être des animaux, mais également du bien-être au travail, etc. Ça peut vous sembler un peu raccourci, mais ce sont des conceptions globales qui évidemment investissent les hommes, les animaux, domestiques bien sûr, mais aussi nos conditions de travail et la vie donc, au sein de nos cités. En fait, l'humanité est rentrée dans un nouvel âge en 2007. Ça, on ne vous l'a pas dit. 3 raisons. La première, vous avez un gars qui arrive sur scène en janvier 2017. Il sort de sa poche un appareil, c'est le iPhone, et il dit « I'm going to change the world ». C'est Steve Jobs. Et Steve Jobs lui-même ne savait pas comment le monde allait changer. Il a pris 1 an à comprendre comment son invention allait devenir une innovation absolument ahurissante qu'on appellera quelques temps plus tard l'ubérisation de la société. Deuxième changement, depuis 2007, et ça c'est un enjeu majeur pour vous, la majorité de la population humaine est urbanisée et va de plus en plus s'urbaniser. Quelle va être la place des animaux dans ces mégalopoles du futur? Parce que nous, en Europe, on ne se rend pas compte de ce que c'est qu'une mégalopole. On ne sait pas ce que c'est qu'une ville de 20 à 30 millions d'habitants. Les plus grandes mégalopoles, si on doit les appeler ainsi, c'est Londres et Paris. Ensuite, il faut aller beaucoup plus à l'est, à Saint-Pétersbourg ou Moscou. Donc, nous avons encore cette chance d'avoir des villes, certes grandes, mais assez rapidement, nous avons un contact hors de la cité. Ça, c'est un énorme avantage pour nous. Et la troisième raison, c'est l'intelligence artificielle. En fait, il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, vous avez un symbole, le chat. Eh oui, chaque période de l'évolution de la ligne humaine a un animal symbolique. Pour nous, les préhistoriens, c'est le mammouth. Quand on découvre un mammouth à côté d'outils de pierre taillée, en Picardie, là où je suis, avec bouchée de perte, on comprend qu'il a existé des hommes dans un temps où il y avait d'autres animaux et d'autres imaginaires. En ce qui concerne l'évolution de la lignée humaine, c'est-à-dire la biologie, c'est les chimpanzés. En ce qui concerne par exemple l'exotisme, c'est la fameuse girafe de Jean-Baptiste de Lamarck. Et aujourd'hui, c'est le chat. Pourquoi? Pas parce que, avec les réseaux sociaux, les gens donc se prennent en photo et envoient leurs photos sur les réseaux, comme vous le savez, notamment sur Instagram, mais je ne fais pas de publicité. Et la meilleure façon d'être liké, j'aime pas le terme, c'est d'avoir un chat. Et il y a des millions et des millions et des millions d'images de chats qui traînent sur les réseaux. Alors, moi je vis à la campagne, j'ai des gros chiens, j'ai essayé d'envoyer une photo que j'ai postée avec mon Doberman, mais là évidemment je suis un peu moins liké que si j'avais un chat. Donc le chat. Alors en 2012, dans une grande compétition internationale sur la reconnaissance automatique d'images, l'intelligence artificielle dite moderne, eh bien, la grande stupéfaction, c'est qu'avec ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage machine, ou le deep learning, l'apprentissage profond, qui sont en fait des imitations du fonctionnement de nos cerveaux, mais avec des fonctions mathématiques, eh bien, là, d'un seul coup, on s'aperçoit qu'avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux algorithmes, ces nouvelles façons de faire, eh bien, les chats sont très bien reconnus et on entre dans un nouvel âge de la reconnaissance automatique. Par contre, on a oublié une chose, et ça, personne ne l'a vu. Cette même année, en 2007, la grande revue de philosophie et de biologie de la Royal Society en Angleterre, eh bien, publie un article, enfin une série d'articles absolument remarquables, en disant, avec les intelligences artificielles, nous allons connaître des progrès en biologie, mais aussi, et ça c'est fascinant, avec la connaissance des animaux, leur capacité cognitive, leur vie en groupe, et bien sûr, pour vous, ça va être les animaux connectés et la manière dont ce qu'on appelle déjà les IVET, donc les e-vétérinaires, vont voir évoluer à la fois la qualité de leurs prestations, en dehors des aspects techniques, des évolutions techniques, biologiques, pharmacologiques, de vos pratiques, ça va continuer comme avant, mais il est très clair qu'un nouvel espace d'interaction va s'ouvrir avec les animaux connectés. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une grande réunion, un grand colloque des vétérinaires sur la médecine vétérinaire connectée. Et ce n'est pas inintéressant parce qu'évidemment, nous connaissons exactement la même chose pour la médecine des humains. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, nous sommes confrontés à un sacré enjeu de civilisation, une fois de plus, j'insiste parce que c'est important. La première chose étant la suivante. Est-ce que les animaux artificiels, les robots, qui ressemblent de plus en plus à des animaux, et c'est par hasard si Sony, qui avait fait son petit chien Ibo, est déjà en train de construire et de proposer une diversité de petits chiens. C'est pas hasard si au Japon non plus, nous avons un petit robot qui s'appelle Paro, qui imite un bébé phoque et que les gens touchent. Bref, on s'aperçoit que nous, les humains, nous avons
la nécessité absolue du contact physique. Et dans les EHPAD, même en France, nous avons maintenant ces petits robots avec des fourrures synthétiques qui, évidemment, participent au bien-être des personnes. Ces robots, comme les animaux d'ailleurs, apportent beaucoup de choses dans les pathologies, l'accompagnement de pathologies graves, certaines formes d'autisme, etc. Alors, la question est, est-ce qu'on va avoir de nouvelles collaborations ou est-ce que ces nouveaux robots, aussi empathiques ou sympathiques soient-ils, vont se substituer aux animaux domestiques? Et alors là, c'est très compliqué, parce que c'est des grands enjeux qu'on appelle le transhumanisme. À savoir, est-ce que les machines vont se substituer aux humains ou est-ce que nous allons inventer une nouvelle coévolution avec les animaux et les machines? Évidemment, moi je plaide pour la deuxième solution, mais ce n'est pas gagné, parce qu'évidemment là, ça va être un enjeu dont vous allez devoir vous emparer pour des questions de civilisation et le monde de demain. Donc, est-ce que les e-pets, les pets évidemment qui est le nom des animaux domestiques chez nos amis anglo-saxons, est-ce que les e-pets vont remplacer les animaux domestiques? J'espère que non, et ça, c'est un enjeu donc de civilisation absolument énorme. Le problème est que depuis plus d'un siècle, il y a une attitude, une tendance qui consiste à bricoler les animaux. On sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font cloner leurs animaux, et ça, c'est un vrai problème anthropologique. C'est le refus de ce qu'est la vie, c'est le refus de savoir ce que c'est que l'altérité, d'accepter les conditions de la vie. Alors, je comprends sur le plan affectif qu'on fasse cela, mais on a les mêmes problèmes également dans les sociétés humaines. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour des clonages, ou même des avatars, et le monde de l'art s'y intéresse, c'est pas inintéressant. C'est un ami d'ailleurs qui avait eu l'idée de mettre un gène, celui de la thermoluminescence, qui viennent évidemment des algues, et qu'on a installé chez des souris pour la recherche donc, en biologie et en physiologie. Alors tout ça, c'est des bricolages, mais attendez, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a des tendances qui visent à créer des avatars. On pense aux films, évidemment, mais on va de plus en plus vers des avatars numériques, sur des conceptions qui consistent à bricoler les animaux, et là, c'est lié aussi au transhumanisme. Le transhumanisme, c'est quoi cette idée-là? C'est l'idée que l'humain est arrivé au terme de ce qu'a livré l'évolution en termes de potentialité, espérance de vie, santé, libido, capacité cognitive, tout ce que vous voudrez. Et l'idée est de se dire, eh bien, si l'humain est arrivé, l'humanité d'aujourd'hui, à la limite de ses possibilités, allons se substituer avec des substituts techniques, mécaniques, c'est-à-dire se connecter le cerveau avec des puces, remplacer des parties du corps, donc bref, ce qu'on appelle les cyborgs. Ça, c'est plus de la science-fiction, et il y a de grandes tendances là-dessus. Est-ce que les animaux vont subir cela? Eh bien, c'est ça qui m'intéresse, à savoir si effectivement il y a des demandes, comment évidemment, autour de la médecine vétérinaire, autour des relations entre les personnes, leurs animaux et les vétérinaires, il va émerger certainement des formes de propositions auxquelles je ne souscris pas, mais qui sont une vraie réalité, et qui ne sont pas que des enjeux autour des animaux, parce qu'une fois qu'on leur a fait avec les animaux, comme récemment on a cloné des singes, après les singes chez nous, soyons très clairs, et moi je trouve aberrant que lorsqu'on parle de civilisation, de transhumanisme, de posthumanisme, on ne parle jamais des animaux, notamment des animaux domestiques. Et pourtant, les enjeux sont là. Ils sont le reflet de ces changements auxquels nous allons être confrontés. Et ça, c'est essentiel de le rappeler. Regardons les animaux, regardons la médecine, regardons son évolution, la médecine vétérinaire bien sûr, et voyons un petit peu ce qui va arriver avec les humains. Alors c'est amusant parce que j'ai cité tout à l'heure Tintin et Milou, Hergé, je vais citer cette fois-ci Astérix, évidemment, Astérix, et là c'est le bouclier Arverne. Obélix et Astérix sont obligés de faire une cure dans le cadre de leur aventure, et ils sont dans un bâtiment thermal, un institut thermal donc, et là, il se pose la question de savoir si Idéfix, le chien, peut avoir une cure. Et là, Diane Stix, le druide donc, qui dirige l'établissement, il dit « Ah, écoutez, pour l'instant, les recherches sur les humains ne sont pas assez avancées pour les appliquer aux animaux. » Donc, moi j'adore le bourg de Goscinny, mais c'est vraiment de ça. C'est une espèce de parabole qu'il faut prendre comme ça, et qui, évidemment, nous incite à réfléchir à l'évolution de la médecine vétérinaire. Or, bricoler les animaux, attendez, on parle de transhumanisme avec les techniques. Il faut savoir qu'il y a un siècle, notamment chez les Russes, il y a eu une vraie folie sur ce qu'on appelle les xénogreffes. Comment prendre des parties des autres animaux pour les greffer aux humains? Ça a été un engouement incroyable, je ne rentre pas dans les détails, mais je veux dire, l'idée n'est pas récente, c'est l'île du docteur Moreau, hein, mais aujourd'hui on a le monde artistique ou autre, qui regarde cela. J'ai parlé de l'île du docteur Moreau, donc c'est-à-dire de H.G. Wells, mais aussi Orwell, dans La ferme des animaux. Là, c'est des grands livres de science-fiction qui nous viennent du milieu du XIXe siècle et qui avaient décrit à travers la condition faite aux animaux
quelles étaient les conditions humaines. Donc vous voyez, dans la préhistoire, dans notre évolution, dans la médecine, dans les visions du futur, souvent dystopiques, ça veut dire quoi? C'est l'inverse de l'utopie. Eh bien, nous pouvons présager un petit peu de ce que va être le monde qui vient entre les médecines vétérinaires et les médecines humaines, qui de toute façon vont se rapprocher avec les objets numériques. Un film très intéressant à cet égard, c'est Blade Runner. Blade Runner, on voit une chouette. Et c'est intéressant parce que la chouette, dans la mythologie grecque, ça veut dire c'est la bienveillance dans la nuit, dans les mondes sombres. Et vous avez remarqué que les villes du futur, Blade Runner ou autres, Ghost in the Shell, c'est des villes dans lesquelles il n'y a pas d'animaux. Et ça, c'est une conséquence de la Renaissance. Dans les utopies, depuis 5 siècles, les animaux ne sont pas présents dans la ville, ou à peine, ou enfermés. Donc il va falloir remettre les animaux dans la ville, comme on le sait pour la ville de demain, avec les biodiversités hautes, mais ça vaut aussi pour les animaux domestiques. Et le film Blade Runner est absolument intéressant parce que, en effet, on se pose la question de savoir si ces animaux sont réels ou pas, et où ils sont fabriqués, des cyborgs, mais donc on pourrait dire des animaux qui sont des cyborgs à leur façon. Tout ça n'est pas la science-fiction, tout ça est déjà en cours, soyons très clairs, ça existe déjà depuis les manipulations génétiques autres. Alors le monde d'aujourd'hui, pour vous les e-vétérinaires, eh bien là aussi je fais je passe d'un pied à l'autre d'une certaine manière entre le monde de la médecine vétérinaire et le monde donc de la médecine humaine. Mais très clairement, si nous regardons comment vont évoluer, notamment pour nous les humains déjà, ce qu'on appelle la médecine 4P, c'est-à-dire la médecine participative, prédictive, personnalisée et participative, cette médecine 4P, évidemment, rentre dans le cadre également de ce qu'on appelle la e-médecine, dont d'ailleurs il y a aujourd'hui donc des réglementations qui sont en place. Et ça va être une véritable révolution, puisque j'ai des animaux, je vis à la campagne. Moi, j'aimerais bien, et ça commence à se faire, avec les vétérinaires avec lesquels j'interviens, qui soient capables de proposer de nouveaux services. C'est-à-dire, faites gaffe, franchement, faites gaffe. Ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est en fait des changements d'intermédiation. Et là, soyons très clairs, l'intermédiation entre vous, vos compétences, les personnes, les animaux, vont être des enjeux absolument essentiels. Pourquoi ? Parce que cette médecine 4P, qui est prédictive, notamment c'est l'aspect important, c'est comment, avec les animaux domestiques connectés, d'abord avec les smartphones, on peut le faire aujourd'hui, savoir où ils sont, s'ils ont les bons colliers, savoir s'ils ont d'activité. Vous pouvez enregistrer cela. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si les chiens de vos clients et vos clientes se sentent pas bien, vous pouvez avoir de nouvelles informations aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire, sur comment ils dorment, comment ils se déplacent ou autre. Et ça, c'est pas compliqué, ça se fait déjà. Donc, ça se fait pour les humains, ça se fait certainement déjà dans votre monde. Pardonnez-moi si j'enfonce une porte ouverte. Donc, ce monde-là, c'est un monde d'intercommunication, de communication interconnectée. C'est aussi de la médecine prédictive, c'est-à-dire que envoyer des informations, tiens, on a remarqué à travers donc nos moniteurs, à travers nos analyses, ça c'est ce qu'on appelle les smart data, c'est pas compliqué, hein, les startups font ça très bien, ça coûte pas très cher. Vous êtes capable donc d'accompagner ou d'appeler les clients, leur dire attention, là, on prévoit ou on anticipe qu'il y a quelque chose dans le mal-être de l'autre animal ou dans sa santé. Alors là, attention, là, ça pose des questions d'éthique, je suis bien d'accord, à savoir, est-ce que ça peut être perçu comme, évidemment, une démarche donc commerciale forcée? Non, ça se fait dans un commun accord, c'est comme la RGPD, vous donnez votre accord pour qu'on fasse cela, évidemment, ensuite, c'est l'éthique de chacun et de chacune, et l'attention des maîtres qui est en jeu, bien évidemment, et à partir de là, les nouvelles technologies ne changent rien, sauf que, évidemment, à rendre ces problématiques aujourd'hui plus vives, plus intenses, plus interférentes entre nous. C'est quoi les nouveaux modèles? Eh bien, moi je pense qu'un très bon modèle, c'est Netflix. Vous savez qu'on parle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, mais Netflix, c'est intéressant. Pourquoi? Un peu le modèle Amazon, mais c'est surtout Netflix. C'est-à-dire que si je regarde la télévision, si je suis connecté à Netflix, je ne fais pas de publicité, je ne suis pas connecté à Netflix, mais qu'importe. Vous allez chercher des films, que fait l'algorithme et l'analyse de données de Netflix? Ils connaissent vos choix. Ils vont faire des propositions sur vos choix, ils vont être capables aussi de faire de nouvelles propositions auxquelles vous n'attendez pas. Ils vont avoir une connaissance personnelle de vous, de vos attentes ou autres, et d'avoir une gestion personnalisée. Nous entrons aujourd'hui dans un monde de marché de masse personnalisé, c'est une révolution copernicienne, mais pareil, de médecine personnalisée, je l'ai dit pour les humains, et ça va être la même chose, évidemment, pour les animaux domestiques. Et là, évidemment, d'être capable d'avoir des informations et d'accompagner autour du bien-être, parce que soyons très clairs, une partie du malaise des animaux, indépendamment de leurs maladies, évidemment, qui leur sont intrinsèques, ou leurs conditions de vie,
Ça ne change pas, mais il y a aussi autre chose. C'est que les animaux sont le reflet des mal-êtres humains. Donc, ils sont aussi le reflet du bien-être des humains. Ça, c'est important. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons vers une énorme convergence absolument extraordinaire, qui est pleine de potentialités, de difficultés, de problématiques, ça c'est très clair, mais c'est pareil, il y a tout changement au cours de l'évolution humaine. C'est comment la médecine connectée, les e-vétérinaires, vont être capables aujourd'hui de proposer une médecine qui n'imite pas, mais qui prend les outils également qui vont interférer de la médecine humaine, d'utiliser ces nouveaux outils, de faire des préconisations. Car vous savez, pour les machines aujourd'hui, notamment les réacteurs, ça vous surprend ce que je vais vous dire, mais on est capable aujourd'hui, avec des avatars numériques, oui, des avatars numériques. On va avoir bientôt des avatars de notre corps, des avatars des animaux, sur lesquels, évidemment, vous serez capable de tester. Ça, c'est dans les 10 ans à peine. Je ne fais pas de prédiction insensée, parce que ça existe déjà dans les usines. Donc, des avatars numériques qui vont être capables de se dire, voilà, comment je peux anticiper, faire de la prédiction, mais aussi simuler des opérations ou des soins auprès de ces avatars numériques de tous les différents animaux. Ce n'est pas de la science-fiction, ça arrive, c'est déjà là. Donc quand je parlais d'avatar, c'est qu'on y est. Hein. Donc voilà, tout ceci est à redéfinir, mais il faut que vous y alliez, parce que vous avez quelque chose de précieux, c'est les données, les data. Vous avez des données sur les animaux, sur vos pratiques, sur les soins. Il faut que vous jouiez vraiment collectif dans l'aptitude de maîtriser ces données, parce que je vous dis une chose, ça c'est très clair, si vous ne prenez pas les données, les autres les prendront, c'est-à-dire donc les grands acteurs du numérique. C'est comme pour la médecine. Donc pas d'angoisse, il n'y a pas trop de retard. Les blockchains, pardon, c'est une technologie un petit peu compliquée, de registre numérique qui va devenir disponible. Comment c'est comme pour le dossier médical, les blockchains vont être capables effectivement d'apporter des éléments sur les fichiers, les outils, la validité des données. Voilà. Alors vous ne maîtrisez pas les blockchains, c'est pas grave, il y en a qui savent pour vous et comment les inscrire dans un projet important. Il ne faut pas rentrer dans la révolution numérique en disant que ces objets et ces intelligences artificielles vont se substituer à nous. Non, elles vont augmenter nos aptitudes, augmenter nos capacités, augmenter nos pertinences, augmenter nos relations avec les animaux, les maîtres, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, on va sombrer dans le syndrome de la planète des singes. C'est quoi le syndrome de la planète des singes? Ben ça, c'est pas dans les films. C'est dans la nouvelle de Pierre Boulle. 1963 quand même. Et là, il y a un passage où les scientifiques chimpanzés, les équivalents des vétérinaires, mais là pour les humains du coup, parce que là c'est inversé, donc les hommes et les femmes ne parlent pas. Mais ils ont chopé une femme, et ils la mettent sur un banc d'analyse, et là elle restitue inconsciemment sa mémoire profonde, le disque dur, pourrait-on dire. Et là, elle lit de manière inconsciente, bien sûr. Tout allait pour le mieux sur la planète Soror, c'est le nom de la planète des singes. Nous avions des machines qui produisaient les biens et une partie des services nécessaires, et nous avions aussi domestiqué les grands singes qui pourvoyaient, évidemment, aux services et aux intentions les plus délicates autour de nous. Mais au fil du temps, nous avons cessé d'être actifs intellectuellement et physiquement. Et ils nous observaient. Donc, le vrai danger de l'humanité de demain, de maintenant, ce n'est pas l'intelligence des machines, ce n'est pas l'Internet des objets qui va être absolument fabuleux, c'est déjà parti d'ailleurs, cette affaire-là. Ça va être effectivement comment éviter le syndrome de la planète des singes. C'est-à-dire, depuis 2 millions d'années, nous les humains, nous avons été des espèces qui ont été, pardon pour le terme, un petit peu entrepreneuriales, c'est-à-dire qui s'engageaient dans des aventures que n'ont jamais faites les autres animaux. Même les chimpanzés, qui sont absolument extraordinaires, et vous savez comme j'adore les chimpanzés. Dans le monde de demain, si on ne veut pas sombrer dans le syndrome de la planète des singes, en tant qu'anthropologue, en tant qu'évolutionniste, en tant qu'assez bon connaisseur de l'évolution des animaux et des capacités cognitives des humains et des animaux, le vrai enjeu de civilisation demain, ça va être qu'effectivement, face à tous ces objets connectés, à toutes ces facilités qu'ils nous apportent, à ces sollicitations, l'un des enjeux, c'est qu'on s'abandonne, et là c'est le syndrome de la planète des singes, ou alors nous sommes capables de nous engager dans une nouvelle anthropologie de la diversité des intelligences, ce que j'appelle une anthropologie des intelligences. Et là, dans le monde de demain, les animaux, notamment domestiques, chiens et chats, bien sûr, mais il y en aura d'autres, et il y en a déjà d'autres, vont être un enjeu considérable de civilisation pour le monde qui vient.